La nuit était tombée sur la Bourgogne, mais la villa moderne de Julien et Chloé restait baignée d'une lumière froide et artificielle. Chaque meuble, chaque objet semblait avoir été placé par un architecte d'intérieur pour une photo de magazine, créant une atmosphère stérile et impersonnelle. Pour Martine, assise sur le bord d'un canapé en cuir italien trop grand pour elle, cet endroit n'avait rien d'un foyer. Elle pensait à sa petite maison, vendue pour aider son fils à s'installer, à l'odeur du gâteau au yaourt qui flottait dans l'air et aux photos de Julien qui couvraient des murs. Ici, il n'y avait aucune photo d'elle, aucune trace de ce passé humble qui avait pourtant bâti ce présent luxueux. Le silence pesant de la maison n'était rompu que par le bourdonnement discret de la climatisation, un son aussi glacial que l'accueil qu'elle ressentait depuis des mois. Martine gardait ses mains posées sur ses genoux, des mains de travailleuse qui semblaient déplacées sur le tissu immaculé de sa robe simple. Ses doigts étaient noueux, sa peau tannée par des décennies de lessive et de ménage, les outils silencieux du sacrifice qui avaient permis à son fils de devenir médecin. À 68 ans, son visage était une carte de sa vie, chaque ride racontant une nuit d'inquiétude ou un éclat de rire. Mais ce soir, ses yeux bruns, d'habitude si vifs, étaient voilés d'une lassitude infinie. Elle se sentait comme une vieille relique, un meuble d'une autre époque qu'on ne savait où mettre. Elle observait les ombres s'allonger sur les murs blancs, se sentant de plus en plus invisible dans la vie qu'elle avait tant lutté pour construire, non pas pour elle, mais pour lui, pour son Julien. Le besoin d'un verre d'eau la tira de sa torpeur. Elle se leva sans bruit, ses chaussons feutrés glissant sur le parquet lustré. En approchant du salon, elle entendit des murmures. Était la voix de Chloé, douce, presque mielleuse, une mélodie calculatrice qui lui glaça le sang. Elle parlait de soins spécialisés, de confort 24 heures sur 24 et de la meilleure preuve d'amour qu'il pourrait offrir à Martine. Puis vint la voix de Julien, hésitante, chargée d'une culpabilité qu'il tentait de dissimuler. Un silence, puis un simple mot. « D'accord ». Ce mot, à peine audible, résonna dans le cœur de Martine comme le fracas d'un monde qui s'effondre. Elle resta figée dans le couloir obscur, le souffle coupé, comprenant soudain que son rôle dans la vie de son fils était terminé. Elle ne retourna pas dans le salon. Le verre d'eau fut oublié. Lentement, comme si chaque pas pesait une tonne, elle regagna sa chambre d'amis, cette pièce impeccable où rien ne lui appartenait. Elle s'assit sur le lit et fixa le mur vide en face d'elle, sans pleurer, sans crier. La douleur était trop profonde pour les larmes. Était une blessure silencieuse, l'agonie d'une mère qui venait de comprendre qu'elle était devenue un fardeau. C'est dans ces instants de trahison feutrée que l'on mesure le poids d'une vie de dévouement. Si des histoires comme celle de Martine vous touchent, songez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces témoignages qui, trop souvent, restent sans voix. Elle sentit le froid de la pièce l'envahir, un froid qui ne venait pas de la climatisation, mais de la solitude qui venait de s'installer pour de bon. Le jour de son arrivée à la résidence Les Chênes Dorés, Martine n'emporta qu'une petite valise. Elle n'avait pas lutté, n'avait pas posé de questions. L'acceptation silencieuse était son dernier cadeau à Julien, un moyen de ne pas compliquer davantage sa vie parfaite. Elle, établissement. Présenté par Chloé comme un palace pour seniors, n'était qu'un labyrinthe de couloirs beiges sentant l'antiseptique et la solitude. Sa chambre était une copie conforme de toutes les autres. Un lit médicalisé, une armoire en formica et une fenêtre donnant sur un parking. En s'asseyant sur le matelas plastifié, elle ne ressentit rien d'autre qu'un vide immense. Était donc ici que s'achevait une vie de dévouement. Hélène était plus la mère d'un médecin, mais le numéro 27 du 3e étage. Une note de bas de page dans l'histoire de son fils. Une histoire qu'elle avait pourtant écrite à la sueur de son front. Les souvenirs affluaient, non pas comme des vagues de nostalgie, mais comme des témoins silencieux de l'injustice. Elle se revoyait, à 30 ans, enchaînant le ménage chez le notaire et le repassage pour les familles aisées du quartier.
Ces journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le coucher du soleil, ses mains perpétuellement plongées dans l'eau de Javel ou brûlées par le fer à repasser. Chaque sou était mis de côté pour les livres de Julien, pour ses cours de soutien, pour le vieil ordinateur qui lui ouvrirait les portes de la fac de médecine. Elle se souvenait d'un hiver particulièrement rude où elle avait recousu son propre manteau pour la 3e fois afin de lui acheter des chaussures neuves. Ce n'était pas un sacrifice pour elle, mais un investissement. L'unique investissement de sa vie, l'avenir de son enfant, un avenir qui, ironiquement, n'avait plus de place pour elle. Leur lien était tissé dans ces petites choses qui construisent un amour indestructible. Elle se rappelait les nuits passées à ses côtés, une compresse froide sur son front fiévreux, ou les heures à elle écouter réciter ses leçons de biologie, elle qui n'avait même pas le brevet. Le gâteau au yaourt, sa spécialité, était le rituel de chaque anniversaire, sa forme simple et son goût réconfortant symbolisant la chaleur de leur foyer. Les murs de sa petite maison, aujourd'hui vendue, étaient un sanctuaire dédié à ses réussites. La photo de sa première rentrée, son diplôme encadré, un article du journal local sur le jeune prodige de la ville. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance. Sa plus grande fierté était de se tenir dans l'ombre de son succès, comme la racine invisible qui nourrit l'arbre majestueux. Les premiers jours à la résidence furent une épreuve de silence. Martine passait ses heures assise près de la fenêtre, regardant les voitures entrer et sortir, espérant sans l'admettre apercevoir celle de Julien. Les autres résidents semblaient flotter dans une brume de résignation, leurs regards perdus dans le vague, leurs conversations se limitant à des murmures sur la météo ou la qualité de la soupe. C était un lieu où les histoires personnelles venaient mourir, où les souvenirs s'effaçaient sur les murs nus. Martine se sentait devenir l'une de ces ombres, son identité se diluant dans la routine aseptisée des repas à heure fixe et des distributions de médicaments. Elle, qui avait toujours été le pilier de quelqu'un, n'était plus rien, une coquille vide attendant que le temps fasse son œuvre. Un après-midi, dans la salle commune, elle remarqua un homme âgé, frêle et recroquevillé dans son fauteuil roulant, qui repoussait son plateau repas avec une obstination muette. Les infirmières, débordées, soupiraient et emportaient l'assiette intacte. C était Monsieur Girard, lui expliqua une aide-soignante, un ancien agriculteur qui se laissait dépérir depuis la mort de sa femme. Quelque chose dans le regard perdu de cet homme réveilla l'instinct de Martine. Le lendemain, elle s'assit à sa table. Elle ne lui parla pas de manger. Elle lui parla de la terre, de l'odeur de la pluie sur les champs après la sécheresse, du plaisir de récolter les premières pommes de terre de la saison. Elle décrivit le potager qu'elle avait autrefois, les tomates gorgées de soleil, le basilic qui embaumait la cuisine. Lentement, jour après jour, Monsieur Girard se mit à elle écouter. Puis, un mardi, alors qu'elle lui décrivait la recette de la soupe aux poireaux de sa grand-mère, il prit sa cuillère et mangea une bouchée, puis une autre. Ce fut une victoire infime, invisible pour le reste du monde. Mais pour Martine, ce fut un séisme. Elle comprit que son rôle N n'était pas terminé. Ses mains usées qui avaient lavé, repassé et cuisiné pour bâtir l'avenir d'un seul homme, pouvaient encore servir. Elle pouvait encore apaiser, nourrir, réconforter. Hélène n'était pas une relique du passé, mais une force tranquille qui pouvait encore semer de la vie, même sur la terre la plus aride. Elle avait trouvé une nouvelle raison de se lever le matin. C'est dans ces moments de renaissance discrète que l'on trouve la force de continuer. Si le récit de Martine et sa capacité à transformer la douleur en espoir vous inspire, pensez à vous inscrire à notre chaîne. Votre soutien est précieux, car il nous aide à mettre en lumière ces héros du quotidien qui nous rappellent le pouvoir de la compassion. En redonnant goût à la vie à Monsieur Girard, Martine commençait sans le savoir à reconstruire la sienne, prouvant que la dignité ne se perd jamais, même quand on pense avoir tout perdu. Elle n'attendait plus les visites de son fils avec la même anxiété. Elle avait désormais un nouveau jardin à cultiver, un jardin fait de cœurs esselés.
Son énergie nouvelle devint contagieuse. Bientôt, on la vit tresser les longs cheveux argentés de Madame Coutan, qui se plaignait de ne plus se sentir femme. On l'entendit lire à voix haute les gros titres du journal pour un petit groupe d'hommes dont la vue déclinait. Elle organisa même un petit atelier de tricot, utilisant des pelotes de laine offertes par une aide-soignante touchée par son initiative. La salle commune, autrefois un lieu d'attente morne, se transforma en un espace de vie. Les rires timides remplacèrent les soupirs, et les conversations prirent le pas sur le silence. Martine ne dirigeait rien, elle insufflait simplement de la chaleur, recréant instinctivement l'atmosphère de son foyer, prouvant que la notion de « maison » est moins une question de mur que de cœur. Les visites de Julien devinrent une source de malaise grandissant pour lui. Il arrivait avec des boîtes de chocolat fin et des bouquets de fleurs hors de prix, des offrandes qui sonnaient faux dans cet environnement où sa mère distribuait gratuitement ce qui comptait vraiment, du temps et de l'attention. Il la voyait entourée, sollicitée, appelée « notre Martine » par les autres résidents. Il voyait une femme qui, loin de dépérir, rayonnait d'une nouvelle lumière. Cette vision le renvoyait à sa propre lâcheté. Il essayait de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, répétant les arguments de Chloé sur les soins spécialisés, mais la culpabilité le rongeait. Il voyait dans les yeux de sa mère, non pas du reproche, mais une dignité qui le condamnait bien plus sûrement que n'importe quel mot. Chloé, quant à elle, orchestrait leur image publique avec une précision chirurgicale. Chaque visite était immortalisée par une photo sur les réseaux sociaux. On y voyait Julien souriant, un bras autour des épaules de sa mère, avec des légendes comme « un dimanche en famille »,« prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous » est la plus belle des missions. Ces publications récoltaient des centaines de j'aime et de commentaires admiratifs, peignant le portrait d'un couple modèle. Mais au sein de la résidence, le personnel et les autres familles, elles, n'étaient pas dupes. Ils voyaient la différence entre la mise en scène de 30 minutes pour la photo et la réalité des semaines de solitude qui suivaient. La gentillesse de Chloé, ses sourires éclatants, semblaient aussi artificiels que les fleurs en plastique qui décoraient le hall d'entrée. La rumeur, dans une petite ville de Bourgogne, se propage plus vite qu'une traînée de poudre. Des bribes d'informations commencèrent à circuler. Une aide-soignante raconta à sa cousine, qui tenait la boulangerie, comment la Sainte Martine avait redonné vie à la résidence. Le fils de M. Girard, ému aux larmes par les progrès de son père, ne tarissait pas d'éloges sur cette femme providentielle. En parallèle, des questions se posaient. Pourquoi une femme si dévouée et encore si vive avait-elle été placée là ? La version officielle du « besoin de soins constants » commençait à se fissurer, laissant entrevoir une vérité moins honorable. Le contraste entre la réputation grandissante de Martine et l'image parfaite mais suspecte de Julien et Chloé devenait le sujet de conversation principale des après-midi au Café du Commerce. Martine, elle, était largement inconsciente de ce qui se tramait à l'extérieur. Son monde S était rétréci au mur de la résidence, mais son cœur, lui, S, était élargi. Les autres résidents étaient devenus sa famille de cœur. Ils partageaient les souvenirs de leur vie passée, les photos jaunies de leurs enfants et petits-enfants, et les peines de l'abandon. Avec eux, elle n'était pas un fardeau ou un meuble démodé. Elle était une confidente, une amie, un pilier. Elle avait trouvé sa juste place, non pas en retournant dans un passé révolu, mais en construisant un présent rempli de sens. L'amour qu'elle recevait en retour était différent de l'amour maternel, mais il était tout aussi réel, un baume apaisant sur la blessure la plus profonde de son existence. L'invitation était arrivée sur un papier cartonné, adressé au docteur Julien Dubois et son épouse. La mairie organisait une soirée pour honorer les citoyens inspirants de la communauté. Chloé y vit une consécration, la reconnaissance de leur nouveau statut. Julien, lui, ressentit un malaise, comme s'il allait recevoir un prix pour un rôle qu'il ne méritait pas. Ils insistèrent pour que Martine les accompagne.
Elle accepta, non par envie, mais parce qu'un petit groupe de résidents, dont M. Girard, avait également été convié. Assise au premier rang, entre son fils et sa belle-fille, Martine se sentait aussi déplacée que le jour de son arrivée dans leur villa. Elle observait les visages familiers de la ville, les gens qu'elle avait côtoyés toute sa vie, et se demandait ce qu'elle faisait là, au milieu de ce spectacle qui ne la concernait pas. Elle n'était qu'une ombre, un accessoire pour la photo parfaite. Le maire monta sur scène, son discours commençant par des éloges convenus sur l'importance de la solidarité. Julien se redressa légèrement sur sa chaise. Chloé esquissa un sourire anticipateur. Puis le maire prononça un nom qui figea l'air autour d'eux. Martine Dubois. Un murmure parcourut la salle. Chloé tourna la tête vers sa belle-mère avec une incrédulité totale, son sourire se glaçant sur ses lèvres. Le maire continua, décrivant comment une femme, arrivée dans la plus grande discrétion à la résidence des Chênes Dorés, avait transformé un lieu de solitude en une véritable communauté. Il parla des ateliers de tricot, des lectures partagées, des repas qui n'étaient plus une corvée mais un moment de joie. Il ne mentionna ni son fils, ni sa profession, ni les raisons de sa présence là-bas. Il ne parla que d'elle, de son infinie générosité, de cette force tranquille qui avait redonné de la couleur aux vies grises. Puis, le fils de M. Girard fut invité à témoigner. C. était un homme simple, un artisan dont les mains ressemblaient à celles de Martine. Sa voix tremblait d'une émotion brute lorsqu'il décrivit la dépression de son père, ce silence qui l'avait englouti après la perte de sa femme. Il raconta comment Martine S. était assise à ses côtés, jour après jour, non pas avec pitié mais avec respect, et c'est là qu'il prononça les mots qui firent basculer la soirée. « Cette femme », dit-il en regardant Martine avec une gratitude infinie, « avec ces mêmes mains qui ont lavé du linge pour que son fils devienne médecin, elle caresse aujourd'hui la tête de parents qui ont été oubliés par les leurs. » Il ne nomma personne, mais chaque regard dans la salle se tourna vers Julien. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle accusation. La vérité, simple et cruelle, venait d'être exposée à la lumière crue de la scène. Pour Julien, ce fut comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Chaque mot était un coup de poignard, non pas de la part de l'orateur, mais de sa propre conscience. Il vit le visage de sa mère, baigné d'une lumière douce, ses yeux ne contenant ni triomphe ni reproche, mais une tristesse infinie. La salle, les visages, Chloé pétrifiée à ses côtés, tout disparut. Il n'y avait plus que lui et l'immensité de sa faute. Poussé par une force qu'il ne contrôlait pas, il se leva. Il marcha vers la scène, chancelant, et prit le micro des mains du maire. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'il ne cherche à les retenir. Sa voix se brisa. « Pardon, maman !» sanglota-t-il devant toute la ville. « Oh, pardon, ta place est avec moi, c'est moi, ta maison !» Il s'effondra dans ses bras, le grand médecin redevenu un petit garçon cherchant refuge auprès de celle qu'il avait trahie. Martine le serra contre elle, lui caressant le dos de ses mains qui avaient tant donné. Il n'y avait pas de victoire dans ce moment, seulement la douleur d'une rédemption. La salle, silencieuse, assistait à la reconstruction d'un lien sacré. Chloé, seule et exposée au milieu de la rangée, était devenue invisible. La justice de Martine n'avait pas été une vengeance, mais la simple conséquence de sa bonté. Sa dignité, silencieuse et inébranlable, avait parlé pour elle, révélant la vérité sans jamais prononcer un mot de condamnation. C'est pour partager des moments de vérité aussi puissants que nous avons besoin de vous. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner pour nous permettre de continuer à donner une voix à ceux qui, comme Martine, nous rappellent ce qui compte vraiment. Ce soir-là, en Bourgogne, un fils retrouvait son chemin, guidé par la lumière indéfectible de l'amour maternel. Le retour à la villa se fit dans un silence profond. Mais ce N était plus le silence pesant de l'incompréhension. C était un silence de paix, de pardon muet échangé dans le reflet du pare-brise. Chloé avait déjà disparu lorsque Julien et Martine arrivèrent.
emportant avec elle l'atmosphère glaciale et les apparences qu'elle avait tant soignées. Sa présence était évaporée comme une mauvaise brume matinale, laissant derrière elle des pièces vides et une culpabilité que Julien était enfin prêt à affronter. En franchissant le seuil, il ne vit plus une maison de magazine, mais une coquille vide qui attendait être remplie de vie. Il regarda sa mère, sa petite silhouette se découpant dans l'encadrement de la porte, et comprit qu'elle n'était pas un meuble du passé à ranger, mais la fondation sur laquelle il devait reconstruire son existence. La vraie maison N était pas faite de murs, mais de présence. Les jours suivants, la villa moderne commença sa métamorphose. L'odeur aseptisée du design laissa place au parfum réconfortant du gâteau au yaourt qui cuisait doucement dans le four. Sur les murs blancs et nus, des cadres apparurent, non pas des œuvres d'art abstraites, mais des photographies jaunies d'un petit garçon aux genoux écorchés, fier de son premier vélo. Martine, avec une énergie retrouvée, déplaçait un fauteuil ici, posait un apron tricoté là, non pour décorer, mais pour insuffler de la chaleur. Chaque objet qu'elle touchait semblait s'imprégner de son histoire, de son amour. Julien, observant ce lent réchauffement, se sentit enfin chez lui. Il aidait sa mère, clouant un cadre ou goûtant une sauce, et chaque geste était une pierre, ajoutée à la reconstruction de leur lien, une rédemption trouvée dans la simplicité du quotidien retrouvé. L'onde de choc de cette soirée se propagea bien au-delà de leur foyer. Inspiré et transformé par le courage silencieux de sa mère, Julien ne se contenta pas de la ramener à la maison. Il utilisa sa position et son influence pour créer une fondation qu'il nomma « Les mains qui soignent », en hommage à celle qui l'avait élevée. L'organisation offrait un soutien médical et social aux personnes âgées isolées de la région, organisant des visites à domicile, des après-midi conviviaux et des consultations gratuites. L'histoire de Martine et de la rédemption de son fils devint une légende locale, un rappel puissant pour la communauté de la valeur de ses aînés. La résidence des Chênes Dorés elle-même vit le nombre de visites familiales augmenter, comme si la ville entière avait été réveillée par la dignité d'une seule femme. La Villa N était plus un lieu de solitude, mais un carrefour de vie. Les amis que Martine s'était fait à la résidence venaient régulièrement prendre le café, leur rire remplissant les pièces autrefois silencieuses. Julien avait trouvé une forme de bonheur plus profonde et plus authentique, non pas dans le statut que Chloé convoitait, mais dans le service aux autres et la chaleur d'un foyer retrouvé. Il avait compris que le plus grand succès de sa vie, n'était pas son diplôme de médecin, mais sa capacité à honorer les sacrifices qu'il avait rendus possibles. Des récits comme celui-ci nous rappellent l'importance de ne jamais oublier d'où l'on vient. Si vous souhaitez continuer à entendre des histoires qui touchent le cœur et inspirent le changement, songez à vous abonner. Votre soutien est notre plus grande force pour continuer à partager ces témoignages d'humanité.